Aujourd'hui, on va voir comment devenir riche grâce à Amazon FBA. Amazon FBA égale Lamborghini. Bon, ok, c'est pas vrai, vous le savez. Sur cette chaîne, on essaie d'être un peu plus honnête et vrai. Aujourd'hui, sur la chaîne, on reçoit Christophe, qui est mon designer produit avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant. Et il nous a fait une masterclass. Donc là, c'est le replay que vous allez voir, où il nous a enseigné tout ce qu'il savait autour de la valeur perçue. Donc la valeur perçue, ça va vous permettre d'augmenter la rareté sur votre listing, d'améliorer votre branding, donc votre image de marque, c'est extrêmement important, que ce soit sur Amazon ou si vous vendez sur d'autres canaux de distribution, un Shopify, etc. L'objectif est de pouvoir augmenter votre marge, d'augmenter la crédibilité de votre marque, de vendre plus et de vendre plus cher. On voit tout ça dans ce live qui a duré un bon moment. Merci encore à Christophe pour son implication là-dedans. Désolé d'ailleurs pour hier parce que vous avez été trop nombreux sur le Discord, vous avez cassé le Discord et du coup on a dû bouger sur Google Meet. Du coup on va dire que l'enregistrement est un peu moins qualitatif, mais en tout cas la valeur est là et on entend très bien Christophe, donc il n'y a pas trop de problème. Si vous avez aimé cette petite vidéo, et bien à la fin n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et rejoignez-nous sur le Discord et on se retrouve très bientôt, c'est parti. On va commencer sur la valeur perçue, qui est plutôt importante pour vous, pour vendre du produit, puis surtout en ligne, là où il y a pas un commercial à côté pour le vendre, forcément. Donc, je commence un petit peu par ce que j'ai observé souvent. Attends, j'essaie. Ouais, ça marche. Ce que j'ai observé souvent, c'est que pour fixer un prix, ça je m'en suis rendu compte autant quand je bossais avant, que j'étais salarié dans l'industrie ou que j'ai bossé avec mes clients Amazon. Souvent, on va prendre les coûts de production, les différents frais, les charges, tout ce qui est obligatoire. Et puis après, on essaie d'appliquer la marge au minimum qui permettra de fonctionner. Et tout ça en se calant dans la tranche tarifaire définie par la concurrence et soit un peu au-dessus si on est confiant dans son produit, soit un peu en dessous si on veut se faire une place sur le marché. Et donc, au final, on obtient son prix de vente de cette façon. Donc ça, pour moi, c'est une approche qui est valable pour les produits qui se différencient pas ou dont la valeur perçue est assez faible par rapport à la moyenne du marché. Mais bon, si c'était la seule approche possible, du coup, on se demande pourquoi certains arrivent à vendre des produits à 5, voire 10 fois plus cher que les concurrents et ça vend quand même. Alors là, je parle pas spécialement pour Amazon, mais malgré tout, c'est quand même ce qu'on peut observer sur certaines marques. Et il y a un petit peu l'exemple tarte à la crème. On a Apple qui le fait parfaitement sur le marché des smartphones. Globalement, c'est eux qui tirent tout le marché vers le haut. Les prix s'envolent à la hausse à chaque nouvelle génération ou presque. Tous les constructeurs confondus les suivent et pourtant les consommateurs continuent d'acheter. Donc plus on monte dans le luxe, plus ça va être marqué. On le voit aussi sur les montres, dans la mode, dans l'automobile aussi. Donc cette approche est possible uniquement en augmentant la valeur perçue et en concevant une offre et c'est pas juste en vendant le produit, quoi. Voilà. Donc là, ce soir, je vous parle pas spécialement d'Amazon, le sourcing, le seller central, vos calculs dans Excel, tout ça, c'est votre domaine d'expertise, ça, c'est pas le mien. Par contre, je vais vous montrer comment la valeur perçue de votre offre va permettre d'amplifier ces éléments pour augmenter vos prix et donc vos marges. La valeur perçue, c'est la variable d'ajustement entre le prix de revient et le prix de vente qui sera accepté par vos clients. Et une autre valeur perçue se construit avec le branding. Donc, on en vient au cœur du sujet. Le branding ne change pas le produit, il va changer ce que le client va penser du produit. Donc, le prix que le client sera prêt à payer. Le branding, c'est des actions concrètes pour augmenter la valeur perçue. Et la valeur perçue, elle, ça va être juste une conséquence de toutes ces actions qu'on va faire au niveau du branding. Donc, on ne peut pas travailler activement sur la valeur perçue et ce qu'on va travailler, c'est le branding. Et donc, ce qui va agir sur la valeur perçue et c'est ce qui va donner l'image de marque. Voilà, pour faire un petit résumé.
Donc le problème, c'est que si on ne s'occupe pas de travailler une image de marque, en général, c'est le marché qui le fera à votre place et c'est rarement à votre avantage. Donc là, j'ai pris un exemple un peu caricatural, mais ça illustre bien la puissance du branding et le principe est valable partout. Vous pouvez vous amuser par exemple à regarder les prix des produits chez Nature et Découverte, et puis vous prenez les mêmes sur d'autres plateformes, par exemple sur Amazon, sur Express, et on voit que c'est le narratif, c'est le contexte, c'est le storytelling qui va faire le prix du produit, et c'est pas le produit en lui-même. C'est par exemple, c'est exactement l'exemple du stylo qu'on peut voir, le truc un peu ringard du Loup de Wall Street, mais c'est vraiment ça l'idée. Je pense que tout le monde l'a vu ce film ou à peu près, ou au moins les extraits. Et donc c'est toujours ça, le fond du truc au final, c'est réussir à augmenter la valeur perçue. Donc le storytelling en e-commerce, ça va pas être de raconter des histoires forcément, mais par contre, ça va être l'histoire et le contexte que le produit raconte au client. C'est vraiment là-dessus qu'il va falloir se focaliser. Je ne sais pas si c'est normal. J'ai comme un double... comme un écho. Ça vient de chez toi, non, Clément ou... Non, parce que tu es encore sur Discord, en fait. Ah, merde. Attends, je quitte, Attends, je te Discord. Du truc, si tu veux. Ah, c'est bon, j'ai quitté. Donc... donc pour l'histoire que le produit raconte au client, donc c'est ça qui est important. Et pour ça, il y a un exemple qui est pas mal, c'est les présentations dans les ventes aux enchères. Ça, c'est une excellente source d'inspiration pour l'e-commerce, parce que les objets ont déjà une histoire, et quand ils sont vendus aux enchères, le commissaire-priseur lui raconte cette histoire. Et pour faire simplement dans le but de faire augmenter le prix de vente, donc faire accepter un prix de vente plus élevé, et donc augmenter la valeur perçue au final du produit. D'où les baskets de Michael Jordan qui sont partis aux enchères à un prix assez délirant, alors que pourtant c'est exactement les mêmes que celles qui sont fabriquées en série. Voilà. Donc plus on monte en gamme, plus le prix est décorrélé du produit. C'est pour ça qu'on peut dire que la valeur perçue, c'est la valeur de votre marge. Pour sortir de la guerre des prix, pour vendre plus cher sans changer le produit, il faut travailler ce que le client croit acheter. Alors bien sûr, sans tromper le client, il ne faut aller pas mettre dans la description de votre épluche légumes qu'il a été utilisé par Britney Spears, bon, sauf si c'est vrai. Mais voilà, c'est toujours ce que le client pense acheter. Voilà. Bon, je passe un peu vite sur les slides, ils seront disponibles si vous les voulez après. Alors, pourquoi il passe pas ? Donc, pour le coup, je vais me faire une petite présentation rapide. Pourquoi je vous parle de valeur perçue ce soir ? Donc, pour vous aider à comprendre ce qui m'a amené à collaborer avec des vendeurs Amazon. Donc, pendant plus de 8 ans, j'ai travaillé en tant que graphiste en imprimerie pour pas mal de clients différents. Donc, ça m'a aidé à comprendre rapidement des marchés aussi différents que des clients. Et j'ai acquis un bon bagage technique sur tout ce qui est documents imprimés, packaging, etc. Et ensuite, pendant plus de 10 ans, j'étais salarié dans un groupe de PME fabricants industriels. Donc, c'était de la fabrication et de la revente, en gros, d'équipements industriels pour les professionnels. Et donc, j'ai bossé service marketing de ce groupe. Donc, je me suis occupé de tout ce qui était gestion d'image de marque et de sa cohérence. On a fait pas mal de lancements de produits, création de gamme, de marques, création de sites web aussi pour ces marques produits. On a également sorti des magazines. J'ai fait beaucoup de photos produits, du packaging, des notices. Enfin bon. Donc, on a fait aussi il y avait beaucoup d'importations de produits chinois. Donc, j'ai eu pas mal d'expérience avec les fournisseurs chinois sur tout ce qui concerne la fabrication des packaging et des notices.
pour mes clients, aujourd'hui, ça me permet de d'anticiper pas mal de pièges dans lesquels ils pourraient tomber. Donc, sur tout ce qui est lié, justement, sur les marquages produits, sur les notices, les packaging. Voilà. Donc c'est une expérience plutôt utile, on va dire, pour ce que je fais aujourd'hui pour mes clients. Et donc, en 2020, je me suis lancé à mon compte et je me suis demandé ce que j'allais cibler comme marché en tant que designer. Et là, un ancien collègue qui doit être dans la salle, on va dire, il m'a contacté pour ses visuels. Il vendait sur Amazon. Donc, je me suis rendu compte à ce niveau-là que j'avais toutes les compétences pour aider les vendeurs à augmenter la valeur perçue de leurs offres. Et c'est ce que j'avais pratiqué pendant des années en tant que salarié. Et donc, j'ai continué sur ce chemin avec toujours l'idée d'aider les clients à transformer un produit, même entre guillemets banal, en une offre qui soit évidente pour leurs propres clients. Donc voilà pourquoi je vous parle ce soir de valeur perçue. Donc, alors, juste sur cette slide, je vous propose une petite vue d'ensemble pour comprendre où se situe la valeur perçue dans tout le process de création de marque et de stratégie de marque. Ça vous permet, c'est pas à voir dans le détail, mais ça vous donne un petit peu une idée du cheminement. On voit que la valeur perçue apparaît en fin de chaîne, entre guillemets, puisque du coup, comme je vous l'ai dit avant, c'est une conséquence des actions qu'on effectue grâce au branding. Et lui-même, le branding, il est dépendant de la stratégie de marque qui dépend elle-même au-dessus de la stratégie d'entreprise. Donc voilà, donc avec ce tableau, ça peut vous aider à identifier les leviers sur lesquels vous pouvez agir concrètement pour travailler votre branding et justement augmenter la valeur perçue de l'offre derrière. Donc ça permet d'avoir une vision d'ensemble et envisager après, pourquoi pas, si vous voulez aller plus loin sur votre stratégie de marque, vous pouvez remonter la chaîne et vous dire, ok, là, il faut peut-être que je travaille là-dessus. Donc c'est pour ça. Bon, pareil, si vous voulez le regarder plus tard, si jamais vous avez des questions, on pourra en reparler. Salut, c'est moi, je fais cette petite interruption dans la conférence pour te parler très rapidement de Seller Sprite. Je vais t'expliquer en 1 minute à quoi sert cet outil et pourquoi je suis devenu leur ambassadeur en France. Alors imaginons que tu fasses de la recherche produit, jusqu'à présent tu utilises sans doute Helium 10 ou Jungle Scout, et bien cet outil est meilleur. On est sur Amazon Espagne, on va dire qu'on cherche des basura cocina, qui sont des poubelles pour cuisine. Donc là tu peux voir que tout en haut des résultats, eh bien, on a le nombre d'unités vendues mensuellement, les revenus moyens. Voir que là c'est une niche qui serait pas accessible à la plupart des vendeurs vu que les revenus moyens sont très élevés. On a le prix moyen, les reviews, etc. Et on a aussi le nombre d'années depuis quand les vendeurs se sont lancés. Donc là on peut voir que c'est une niche qui a quand même une certaine ancienneté. Donc c'est pas un truc qui vient d'apparaître. Logique, c'est des poubelles. Et tu peux voir que tu as pas mal de données qui vont t'intéresser pour ta recherche de produits. Et en fait si tu cliques là, tu peux avoir, directement les attributs, l'analyse des attributs, tu peux télécharger les bullet points pour t'aider à faire ton listing, tu peux faire du keyword mining qui correspond à Cerebro, c'est la même chose que sur Helium 10, et après tu peux lancer une sorte de X-Ray, l'équivalent de X-Ray qu'on a sur Helium 10, et une fois que tu lances l'extension, et bien là tu as un peu plus de détails, donc tu peux voir produit par produit, combien ce produit génère de revenus par mois, quel est son prix, le nombre de variations, les frais FBA, etc. Donc, tu as toutes les données qui vont t'intéresser dans ta recherche produit. Et là, pareil également, tu as toutes les actions que tu peux faire traditionnellement avec un autre outil. Tu vas les retrouver ici, en plus de certaines fonctionnalités qui sont également assez intéressantes. Un autre élément que j'aime bien sur la Chrome extension, c'est quand on arrive sur un produit, on a pas mal de données en plus. Donc là, tu vois, on est sur une fiche produit pour une poubelle. Ici, on peut en fait directement cliquer sur Alibaba au 1688 pour avoir une page qui s'ouvre avec en fait les prix, une fourchette de prix auquel s'achète ce produit-là. Et ensuite, ici, tu as la petite calculatrice qui te permet de rentrer le prix d'achat. Et la calculatrice va en fait prendre en compte combien ce vendeur paye de frais, billets, etc. Et ça va te donner très rapidement une idée de la rentabilité ou non de ce produit. Donc il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui sont très très chouettes. Et également, quand on est tout au-dessus,
ils ont intégré un Keepa qui donc te permet de voir à quel prix se vend le produit depuis son lancement. Donc là, on peut voir qu'ils ont toujours été quasiment à 39,99, sauf à un moment où ils ont baissé leur prix. Également, tu peux voir les ruptures de stock et toutes les données que tu peux retrouver normalement sur l'extension Keepa sont intégrées directement ici. Et là également aussi, au-dessus, tu as le Sales Graph, l'indicateur pour savoir si le listing est de bonne qualité ou pas, et tous les éléments dont tu as besoin en tant que vendeur Amazon. Et le plus beau dans tout ça, c'est que l'extension ne coûte que 18 €, donc c'est vraiment pas cher du tout, 18 € par mois au lieu de payer presque 100 balles pour les autres, donc c'est un très bon plan. Et en plus de ça, si tu passes par notre lien, eh bien, tu permets de financer des lives comme on fait avec celui-ci, et également toutes les autres activités autour de la chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de Seller Sprite, et je relaisse la main à Christophe. Je continue. Alors, donc le point essentiel, c'est de comprendre que ce que les gens vont accepter de payer, ça dépend de ce qu'ils perçoivent, de ce que vous allez leur proposer. Donc, il faut travailler la perception et donc la valeur perçue. La valeur perçue, ça reste la variable qui va permettre de débloquer plus de marge, tout simplement. Monter les prix et débloquer plus de marge. C'est vrai que sinon, il y a toujours optimisation des postes de dépenses, mais malgré tout, là où où il y aura le plus gros levier, ça sera d'augmenter les prix. Donc, augmenter les prix, c'est un petit peu le raccourci, mais c'est vrai qu'au premier abord, surtout sur des plateformes ultra concurrentielles comme Amazon, c'est pas le premier truc qui nous vient à l'esprit. Donc, pour une marque, la cohérence est fondamentale. Elle rassure, et elle permet de gagner la confiance client grâce à 3 trucs. La cohérence visuelle, tout ce qui est cohérence, la cohérence verbale, la cohérence du ton de la marque, c'est-à-dire la façon de s'adresser à ses clients, la cohérence graphique, la cohérence du style photographique. Et donc donc tout ça, c'est juste la partie cohérence. Donc quand tout est aligné, la marque est perçue comme professionnelle. On augmente vraiment la confiance. Donc la cohérence, ça amène la confiance du client, et du coup, quand on gagne la confiance, n'importe quel vendeur le sait, c'est que la vente est bien plus facile. Donc la confiance, c'est plus de conversion, une acceptation des prix aussi, et en bonus, gagner la confiance du client. En dehors de la vente directe, ça va être aussi la recommandation des clients convaincus. Ils vont recommander votre produit, votre offre à leur entourage. Donc, ça devient des commerciaux gratuits pour vous, puisque vous les avez déjà acquis. Donc, encore un levier un peu moins maîtrisable, mais qui permet d'augmenter toujours la rentabilité. Donc là, on voit que ce qui va faire 80% de l'efficacité de la vente, finalement, c'est ce qui est visible par le client. Ça va être le design, ça va être ce qui est écrit, le copywriting. Mais au final, ça va représenter que 20% du travail à faire. Bon, j'ai schématisé la loi de Pareto, le 20-80, on va dire. Mais en fait, la plus grosse partie du boulot de votre côté, c'est tout ce qui est le niveau stratégique de la marque. Donc, on a vu que la valeur perçue, c'est une conséquence du branding. Un levier important du branding, ça va être la proposition de valeur. Donc, la proposition de valeur, ça va devenir le fil rouge de la marque. Donc, cette proposition de valeur, elle ne s'imagine pas. C'est pas une hypothèse, c'est vraiment un constat que l'on fait sur les propres données de clients qu'on a, par rapport à nos propres clients. Donc, l'idée des données clients, ça va être de les questionner, tout bêtement. Pour ça, il y a plein de façons de le faire. Donc, il faut parfaitement connaître sa cible pour pouvoir rédiger la bonne proposition de valeur qui sera spécifique à votre business, à votre offre. Donc, qui est la cible ?
son environnement, quels sont ses problèmes ou ses besoins que l'on résout avec notre offre, ce que veut notre cible, et ça fera la... Comment ça s'appelle ? Je reprends là. Oui. Il y a la différence entre ce dont la cible a besoin et ce dont... ce qu'elle veut. Voilà, il y a ces deux choses-là, ces deux notions qui sont à différencier. Parce qu'en général, quand on pose des questions, les réponses qu'on a, c'est rarement les bonnes. Donc, en fait, cette connaissance profonde de la cible, c'est ça qui fait que c'est quasiment impossible d'arriver à une proposition de valeur qui fonctionne quand on change trop souvent de marché, quand on change trop souvent d'offres et de cibles. Il y a un moment, c'est vrai qu'il faut se poser et creuser, parce que sinon, ça va être impossible d'avoir les bonnes datas. D'avoir suffisamment d'infos utiles sur les clients si on ne reste pas focus. Donc, alors il y a, par exemple, dans les possibilités, il y a la collecte et l'analyse de commentaires, où on identifie des problèmes de surface, mais le problème, c'est que la concurrence l'exploite déjà. Donc, on arrivera à des conclusions qui vont être les mêmes que la concurrence et des offres qui seront les mêmes. Mais les problèmes profonds qui vont réellement permettre de se positionner différemment pour taper juste dans l'esprit du client et augmenter la valeur perçue, on va les trouver ailleurs. En général, c'est quand on identifie un problème que le client n'arrive pas lui-même à formuler ou dont il n'a pas conscience qu'on va accrocher immédiatement son attention. Pour ça, la meilleure méthode, ça reste d'observer les utilisateurs, de les questionner et de les comprendre, mais au-delà de ce qu'ils vont dire. Et j'ai un exemple que j'aime bien. Il y en a peut-être qui le connaissent, hein, mais je ne sais pas s'il est vrai ou pas, mais peu importe. C'est Henry Ford qui aurait dit que s'il avait demandé à ses clients ce qu'ils voulaient, ils auraient dit des chevaux qui vont plus vite. Et en réalité, les clients avaient besoin d'une voiture. Voilà. Donc voilà, que ce soit vrai ou faux, on s'en fout, c'est pas l'important. Et ce qui est important, c'est que cet exemple, ça illustre parfaitement l'importance de connaître le client, ses habitudes, ses besoins, mais mieux que lui-même. Donc aller chercher au-delà de ce que va dire le client. Et tout ça pour pouvoir lui proposer la bonne solution avec la bonne façon de lui présenter. Donc on va utiliser ce que le client veut pour lui vendre ce dont il a besoin. Voilà. Donc ça va être au niveau autant du copywriting que du design. Voilà, tout ça va être pour formuler la proposition de valeur. Donc avec cette méthode, la valeur perçue est élevée et le taux de conversion, ça va suivre derrière, naturellement. Même avec un prix plus élevé que la concurrence, c'est même la concurrence qui va suivre et qui va tenter de copier sans y arriver réellement. Et au final, quand vous êtes arrivé là, vous avez créé une barrière à l'entrée sur votre propre marché. Donc là, vous êtes à peu près tranquille. Bon, il y aura toujours de la concurrence qui arrivera, on ne va pas se mentir, mais ça vous donne une bonne longueur d'avance. Donc, alors bien sûr, tout ça, ça reste quand même vachement théorique, hein, j'ai bien conscience. Donc il faut que ce soit adapté à Amazon. Donc l'idée, vous n'allez pas concevoir un produit, vous pouvez, hein, mais en général, c'est pas trop votre business model. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt de concevoir une offre cohérente, qui soit composée de produits que vous allez sourcer pour répondre aux besoins identifiés. C'est-à-dire, pour que ça fonctionne, il faut commencer donc par connaître ce besoin. Sinon, si on commence par trouver le produit, un petit peu ce que j'ai illustré à gauche, c'est comme c'est un petit peu comme si on commence à poser des parpaings pour faire un mur, mais qu'on n'avait pas le plan de la maison. On ne sait pas trop où on va. On peut tâtonner un bon moment, on va cramer un paquet de pognon avant de tomber ou pas sur la formule qui va marcher pour notre business, quoi. Donc avec la méthode de commencer par identifier le besoin, du coup, peu importe la concurrence, ils peuvent arriver après vous, casser les prix, ils ne vont pas vous déloger. Parce que vous savez comment vendre le produit avec votre offre à votre clientèle cible. Donc,
alors un sujet que je voulais aborder, c'était le sujet de la saturation de marché, les marchés saturés. En réalité, il n'y a pas de marché saturé. La seule saturation, elle vient des offres de faible valeur qui se ressemblent toutes. Et j'ai pris quelques exemples. Bon, je prends hors Amazon là, mais par exemple, si on prend Uber, par rapport au taxi, ils sont arrivés, ils ont changé la proposition de valeur, tout simplement. Et ils ont délogé les taxis. Alors, c'était pas forcément un marché saturé, mais c'était un marché réglementé et complètement fermé. Et ils ont réussi à rentrer dedans. Le marché bancaire, pareil. Il y a quelques années, jamais personne n'aurait imaginé que les gros acteurs bancaires auraient eu de la concurrence. Et quand on voit les néobanques aujourd'hui, on ne se pose plus la question, c'est une évidence. Donc pareil, ils ont fait sauter les verrous avec des offres totalement différentes. Il y a aussi des petites qui ont grossi, des petites marques qui ont grossi, des petites marques françaises, comme le slip français, Asphalt. C'est des marques qui ont créé de nouveaux segments de marché sur un marché de la mode qui, à la base, semblait pourtant saturé. Si je prends aussi d'autres marques comme HelloFresh, YFood, etc., tout ça sur des secteurs de l'alimentation qui semblaient aussi saturés. Pareil, ils ont réussi à créer leur propre espace. Je vois en ce moment aussi Oli qui se place pas mal sur le marché des sodas. Pareil, ils ont changé la proposition de valeur, etc. Donc, j'ai pris ces quelques exemples pour vous montrer que quand un marché est saturé de propositions de valeur identiques, il faut présenter son offre autrement. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours au trio de base, la stratégie de marque, le positionnement et le branding pour augmenter la valeur perçue. Donc le challenge pour vous sur Amazon, ça va être de différencier votre offre. Alors l'objectif d'Amazon, c'est d'uniformiser les annonces au maximum. Eux, ils veulent une expérience client qui soit fluide, qui soit cohérente sur leur plateforme, forcément. Donc, vous partez déjà avec un gros handicap pour vous différencier sur le principe. Si on se met à la place du client, si on se met à la place de vos clients, des visiteurs qui sont sur Amazon, donc il va scroller des dizaines de produits qui défilent, et lui, il voit un flux uniforme. Il voit un flux uniforme d'images, de titres, et ça vous demande d'être remarquable, mémorable pour retenir son intérêt. Si vous voulez qu'il choisisse votre produit pour ce qu'il est et pas uniquement pour l'offre, pour son prix, je veux dire. Donc, pour terminer sur la proposition de valeur, la bonne proposition de valeur, elle sera valable que pour votre entreprise. C'est l'expression de votre product market fit. Peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression qui vient pas mal du monde des startups, mais en gros, c'est, pour simplifier, c'est la bonne offre avec le bon message pour la bonne cible. Donc, répliquer la même proposition de valeur d'une entreprise à une autre, ça a peu de chances de fonctionner. Tout simplement parce que la connaissance client est forcément différente, chaque entreprise est différente, chaque dirigeant a son parcours unique et ce qu'on voit de l'extérieur, ça peut pas être copié sans connaître l'intérieur du business. Donc c'est pour ça qu'une proposition de valeur formulée sur vos propres connaissances clients, ça rendra impossible la copie de votre offre par la concurrence. D'où la puissance de la proposition de valeur. Alors, pour la présentation, je vous ai mis quelques exemples de propositions de valeur fictives. Hein, c'est rédigé avec ChatGPT rapidement, mais c'était plus pour avoir un petit peu le principe, pour mettre des exemples concrets, si ça peut vous inspirer, si jamais vous cherchez un petit peu la façon de décortiquer le truc. Donc, dans l'idée, qu'on s'appelle la proposition de valeur, l'idée, c'est pas de chercher la créativité, de chercher une formulation qui sonne bien, ça on s'en fout. En fait, on va chercher juste à synthétiser ce qu'on propose. Cette proposition de valeur, en réalité, c'est pas destiné à vos clients. La proposition de valeur, ça vous servira de guide pour toutes les décisions à prendre concernant le branding.
Donc tout ce qui va découler de la stratégie de marque. C'est un petit peu votre fil rouge. Ouais. C'est vraiment la proposition de valeur, ça va être le truc que vous allez communiquer à vos prestataires qui interviendront, je sais pas, par exemple des copywriters, des graphistes, des prestats pour la pub, etc. Ça va les aider à vous produire des réponses qui seront cohérentes avec vos stratégies de marque. Voilà. Donc la proposition de valeur, c'est vraiment un pilier central. Donc j'en ai quelques-unes comme ça. Voilà. Alors, je ne vais pas vous les lire, hein, vous regarderez vous. Et maintenant donc, on va passer à la spécialisation. Donc ça c'est encore un sujet aussi. Je fais du post sur LinkedIn à ce sujet-là assez souvent. Donc on va voir maintenant que le choix de se positionner en tant que généraliste ou spécialiste, ça va influencer fortement la valeur perçue. Question toute bête, est-ce que vous feriez confiance à votre médecin généraliste pour vous opérer du cœur? Bon, dans la plupart du temps, à moins que le mec il soit super bon dans tout, a priori, voilà, non. Vous irez voir un chirurgien cardiaque. Les spécialistes, en fait, ont toujours un niveau de confiance plus élevé. Une expertise perçue plus haute et donc une valeur perçue plus élevée. Il y a la rareté aussi, parce que la spécialisation implique la rareté. Donc, selon le nombre de spécialistes qu'on trouve, mais ça fait de toute façon mécaniquement monter la valeur perçue d'une offre. Donc, en gros, il y a souvent moins de volume de vente pour des spécialistes, mais à des prix moyens beaucoup plus élevés. Et donc, voilà, j'ai une petite illustration avec l'épicerie. Donc, on peut trouver un Carrefour ultra généraliste qui va vendre des produits à tout le monde à la masse, on va dire. Quand un spécialiste, lui, va se retrouver, ok, on est sur un segment luxe, mais malgré tout, il a quand même une cible bien particulière et une offre bien particulière. Alors. Donc là, j'ai pris 2 exemples de sociétés qui s'adressent au même marché. Bon, ils doivent même avoir des produits sur Amazon, mais c'était pas trop l'idée, hein. C'était plus pour faire un petit exemple global. Donc j'ai pris 2 sociétés là qui s'adressent à un même marché, l'un en tant que généraliste et l'autre en tant que spécialiste. Donc on voit que la rentabilité du spécialiste explose par rapport au généraliste. Le spécialiste finalement va travailler davantage son niveau stratégique. Il va développer sa marque avec un fort effet de levier sur la valeur perçue. Et donc, au final, encore une fois, le prix accepté sera bien plus élevé et avec une bien meilleure rentabilité. Bon, et à titre perso, pour en acheter un peu des produits de chez Games Workshop, c'est vrai que c'est assez dingue. On est dans du luxe alors que les mecs, ils vendent des petits bouts de plastique, quoi. Et ils ont réussi à créer cette valeur perçue qui fait que leur prix, en fait, peu importe les prix qu'ils pratiquent, je ne sais pas le pourcentage d'augmentation en 5 ans, je pense que les prix ont dû faire peut-être entre 200 et 300%, et pourtant, ils sont toujours en rupture. À chaque fois qu'ils lancent un produit, tout part. Enfin, voilà. C'est vraiment un exemple de dingue, mais là, on voit vraiment la puissance de la valeur perçue. Donc, on va continuer sur la spécialisation. Un petit exemple, donc imaginons que vous vouliez lancer 5 produits et donc vous avez le choix entre, on va dire, 3 approches. Vous pouvez tester 5 marchés qui n'ont rien à voir, qui vont être perçus, vous serez perçu comme généraliste, vous allez avoir 5 produits qui vont s'adresser à, voilà, vraiment sur 5 marchés différents, à 5 types de cibles différentes. Votre offre, au final, là, elle sera vraiment perçue comme généraliste. Ensuite, vous pouvez vous dire que chacun des 5 produits, vous allez vraiment le nicher, le spécialiser sur son marché. Là, vous allez avoir des coûts qui vont être multipliés par 5 au final. Ou alors, la dernière solution, vous pouvez avoir des produits qui vont être cohérents entre eux, construire une offre, et ils seront donc cohérents et complémentaires.
En fait, chaque produit va nourrir la confiance globale dans la marque. C'est comme ça que vous allez créer une unité, une cohérence, une unité. Et donc, chaque nouveau produit, dans ce cas-là, donc j'ai pris l'exemple de Karcher, hein, par exemple, ici. Alors eux, ils vendent partout. Ils vendent dans leur propre... Enfin, même pas, je crois même pas qu'ils vendent sur leur propre site. Ils doivent vendre chez des distris. Ils vendent énormément sur Amazon, etc. Et typiquement, une marque comme ça, bon là, bien sûr, je sais bien qu'on n'en est pas à parler à des marques de cette taille-là, mais le principe de fonctionnement reste le même. Et chaque nouveau produit, l'avantage d'une marque qui est cohérente et qui se construit dans le temps, c'est que chaque nouveau produit ne part pas de zéro, il va bénéficier de la confiance existante dans la marque, il sera donc bien moins cher à lancer et bien plus rentable rapidement. De fait qu'il a la confiance de la clientèle. Donc là, on est dans un cercle vertueux. J'ai remis encore le truc, voilà, la marque, la confiance, le produit. Donc la valeur perçue globale augmente pour la marque et les produits. Donc repartir à zéro à chaque fois avec les produits qui sont sans lien entre eux, c'est un gâchis de temps, d'énergie et d'argent au final. Donc quand on lance des produits indépendamment, chaque produit ne bénéficie pas de l'effet de halo de la marque. Donc, construire une marque, ça va être créer un actif à long terme et qui va s'auto-alimenter et dont la puissance peut devenir exponentielle. Et on en a des beaux exemples. J'aime bien un peu comparer la marque, c'est un petit peu comme les intérêts composés. Pour ceux qui font de l'investissement, par exemple, je pense que ça leur parlera. Voilà, on a vraiment quelque chose qui peut prendre une ampleur assez folle. Pas dans la seconde, on est clair, mais vraiment, je pense que c'est un investissement à faire sur le moyen long terme qui peut être plus qu'intéressant. Donc, en soi, c'est pas compliqué, mais c'est surtout des choix à faire, c'est juste des choix stratégiques. Donc c'est des choix à faire et développer un process qui soit adapté à son propre business, qu'il faut construire et qu'il va falloir suivre dans le temps. Donc pour finir sur cette spécialisation, la barrière psychologique à la spécialisation en général, ce que j'ai observé souvent, c'est que c'est d'accepter de ne pas tout faire, quitte à croire qu'on va se couper d'une partie du marché. En réalité, non, parce qu'il y a aussi de toute façon une partie du marché qui n'achètera pas. Dans tous les cas, même une offre généraliste où en général, quand on connaît, enfin, une offre qu'on s'appelle une offre généraliste, elle aura une grosse perte en termes de taux de conversion. Donc, en général, on a cette peur de la spécialisation qui risque de nous couper suffisamment sa cible, son marché ou son produit. Donc ça c'est un trait commun que j'ai souvent retrouvé chez les clients Amazon avec qui j'ai collaboré. Et finalement, je pense qu'avec le temps, je l'ai compris, ça s'explique assez facilement. C'est du fait qu'Amazon fait tout pour vous couper de la communication directe avec vos clients. Ils ont simplement pas envie que vous contourniez la plateforme. Ils veulent rester maîtres du parcours client. Et donc, vous avez généralement, vous avez assez peu de retour réel sur vos vrais clients, en dehors des commentaires qui sont, comme on l'a vu plus tôt, c'est insuffisant pour une connaissance client qui soit vraiment utile au développement d'une marque. Donc, voilà. Le point suivant, la différenciation. Donc, on va voir un petit peu pourquoi se différencier. Bon, à la base, ça peut sembler évident. Mais donc, c'est simplement pour sortir de la masse et ne pas être interchangeable. Pas être une simple... alors, les commodity, comme on dit en anglais, ce qui est plutôt d'ailleurs mal traduit par commodité en français. Souvent, en fait, la commodité en français, ça fait plutôt référence à un truc pratique. En réalité, la commodity en anglais, c'est plus quelque chose, quand on parle de quelque chose qui est banalisé ou qui est interchangeable. Pour le coup, les mots, c'est assez important. Donc, pour bien cerner tous les concepts qui sont derrière. Donc, on parle souvent en termes de différenciation, de la différenciation visuelle. Mais donc, pour fonctionner, elle doit être pensée en amont, au niveau stratégique, pour rester cohérente et fonctionner auprès des clients. Se lancer dans le design sans stratégie
c'est encore une fois comme construire une maison sans un plan. Il y a peu de chances que ça tienne debout. Et pour ça, le positionnement va nous y aider. Et comme je suis assez fort pour les transitions, on passe au positionnement. Du coup, en quoi consiste le positionnement? Donc ça va être la place que votre marque occupe dans l'esprit de vos clients par rapport à vos concurrents. Donc pour le définir, on identifie le public cible de façon claire et évidente. On définit comment on se différencie parmi les différentes offres existantes sur le marché. Et on formule la promesse de l'offre issue de la proposition de valeur. Donc voilà, c'est là qu'on voit que la proposition de valeur, c'est le fil rouge. Elle va intervenir souvent quand on a des décisions à prendre, des choses à formuler. On se réfère à la proposition de valeur. Donc, il y a plutôt une bonne nouvelle pour les vendeurs Amazon. Avec un même produit, on peut avoir des positionnements différents. Donc, des clients et des prix différents. Donc, la différenciation avec la concurrence, c'est possible. Et même avec un même produit. Positionner son offre, c'est choisir à qui on parle spécifiquement pour convaincre facilement ce client précis, ce qui va nécessairement repousser ceux à qui on ne s'adresse pas. Donc, tous ceux pour qui l'offre n'a pas été conçue, clairement, ça ne va pas leur parler. Mais si on veut vendre à tout le monde, on vend mal. La valeur perçue restera faible et le prix accepté par le client sera faible. Et on se retrouve dans le cas de la commodity. En résumé, on définit le positionnement, c'est ce qui permettra de guider le branding, et c'est lui, le branding, qui sera la mise en œuvre opérationnelle du positionnement, avec tout ce qui va être design pour ce qui est le plus visible et tout le reste autour. Donc ça, on pourra se référer au tableau pour voir ce qui fait partie du positionnement. Ah merde, il reste un quart d'heure, je me dépêche. C'est là. On aura des questions. Bah, on pourra relancer sinon on pourra relancer un Google Meet. Je relancerai on relancera un live pour les questions après. Comme ça, tu peux finir. Ouais, ce sera peut-être. Ouais. Donc, le branding, comme on l'a vu, le branding, ça va être tout ce qui chapeaute la conception visuelle, le copywriting et même la formulation de vos messages du service après-vente, tous les points de contact directs ou indirects de votre marque avec vos clients. Et de façon générale, le branding, ça touche à tout ce qui sera visible par le client. En e-commerce, le visuel a une grande importance, vous le savez déjà. C'est donc pour ça, maintenant, je vais plutôt me concentrer principalement sur ce qui est visuel. Donc le texte, c'est également essentiel. Mais bon, ça, c'est pas ma spécialité. Donc pour le copywriting, il faudra que Clément y trouve un autre invité. Voilà. Donc, on va parler plutôt design maintenant. Alors, on peut dire qu'une vraie marque doit être reconnaissable de loin, quasiment les yeux fermés, entre guillemets. J'aime particulièrement l'exemple de Red Bull. Parce que, alors eux, ils ont réussi à un truc, c'est que le produit est quasiment pas présent dans leur communication. Ils sont passés de la vente d'une boisson à la vente d'une expérience. Le produit de Red Bull, c'est les expériences extrêmes, c'est la liberté, l'adrénaline, les sensations fortes. Toute la marque suit ce fil conducteur. Les exploits sportifs et au-delà, les sponsoring sportifs, toujours sur d'exploits extrêmes. C'est toujours ultra cohérent. Et c'est ce qui a permis justement qu'ils s'installent sur ce positionnement-là. Donc, c'est marrant, j'ai une petite digression sur Red Bull, là, mais je viens de voir justement qu'ils sponsorisent une équipe de foot depuis cette année. Et ça montre vraiment que la marque a tellement grossi qu'aujourd'hui, elle peut se permettre de devenir plus généraliste. Le foot est quand même un sport ultra généraliste. Et justement, qu'elle a les moyens maintenant financiers d'assumer un positionnement plus large. Mais au démarrage, c'est toujours plus compliqué d'assumer un positionnement généraliste. C'est pour ça que être un spécialiste, être vraiment focus sur un positionnement spécifique, c'est toujours le meilleur moyen de commencer. C'est le plus rapide et le moins cher. Enfin, ce qui demandera le moins d'investissement.
Donc, une identité visuelle cohérente qui inspire confiance. Donc, oui, enfin, pour inspirer confiance, une identité visuelle doit être cohérente. Plus la cohérence est forte, plus on est perçu comme un pro, sérieux, plus la valeur perçue augmente. Le design doit répondre à la stratégie de marque, et pour que ça marche, et que ce soit cohérent. La cohérence de l'identité visuelle doit être tenue dans le temps pour conserver la confiance des clients. Et bon, c'est un challenge de tenir une identité cohérente dans le temps. C'était une grosse partie de mon activité quand j'étais salarié, par exemple, quand j'étais dans l'industrie. Pendant plus de 10 ans, c'était une sacrée pression de tenir la cohérence de l'image de marque du groupe. J'avoue qu'on n'aurait pas été trop s'il y en avait été 2-3 pour bosser ensemble. Donc c'est vrai que ça peut être assez énergivore. Mais avec des bons outils, une bonne stratégie et des outils comme des chartes graphiques bien conçues, hein, pas juste une charte graphique pour poser 3 trucs dessus, mais vraiment un truc conçu pour les prestataires, pour à diffuser, c'est des outils qui sont indispensables quand on veut vraiment avoir une cohérence de marque qui soit toujours au top, quoi. Donc, donc avec cette identité visuelle, l'idée après, ça va être de créer un univers de marque. Donc l'univers de marque, ça va être ce qu'on reconnaît avant même de lire le nom de la marque. C'est les codes, c'est un ton, une ambiance cohérente, hein, et tout ça crée un ensemble qui va créer un univers autour du produit, autour de l'offre et autour de la marque. Et encore une fois, c'est cette cohérence qui augmente la confiance du client. C'est la résultante de cet univers de marque, c'est donc la valeur perçue. La création de l'univers visuel de la marque doit toujours se référer à la stratégie de marque, à la proposition de valeur, pour veiller à ce que tout reste bien en cohérence. Donc là, on va un petit peu plus dans le détail. Donc, à partir de l'identité visuelle qui a permis de construire un univers de la marque, on va décliner cet univers pour des éléments qui accompagnent le produit. Donc, le premier élément perçu par le client, c'est le packaging. Même si en réalité, en e-commerce, généralement, ce sont les visuels de l'annonce. J'en parle plus loin pour simplifier l'explication et pour la logique de la présentation. Donc là, on se focus sur le packaging. Donc, on pourrait croire que travailler le packaging, qui sera même pas dans le rayon d'un magasin en e-commerce, et qui finira probablement à la poubelle, ça a peu d'importance, mais en réalité, c'est très important pour tout ce qui est valeur perçue. Ça va permettre d'enrichir le capital confiance que la marque va construire dans la tête de ses clients. Même si un packaging finira probablement à la poubelle, pourquoi il est important de le soigner? Le packaging va participer à la construction inconsciente de l'idée que votre client va se faire de votre offre, et plus largement de la marque, de votre marque. Le packaging, ça fait partie de l'expérience client avec la marque. Il y a même toute une science autour du packaging, mais bon, sans aller jusque-là, Apple, ils ont des trucs de dingue là-dessus. Ils savent exactement combien de temps il faut pour ouvrir. Ils ont des mecs qui time combien de temps il va falloir pour ouvrir tel ou tel produit, pour le bruit que va faire chaque élément, le souffle du carton quand on le referme, etc. Ça peut aller très loin, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Mais malgré tout, le packaging donc, donne de la valeur. Il va raconter la marque aussi et le produit. Et il participe dans tous les cas à la justification d'un prix plus élevé. Donc l'avantage du packaging, c'est que c'est un investissement fait une fois en conception pour derrière une rentabilité à long terme sur toutes les ventes futures du produit. Et surtout, c'est pas forcément un surcoût en termes de fabrication. Le design, ça peut permettre d'améliorer la valeur perçue d'un packaging sans en changer la fabrication. On peut bien sûr changer la fabrication du produit, aller plus loin et tout, mais par exemple, même un packaging imprimé en noir et blanc par le fabricant chinois, enfin imprimé juste avec du noir, on peut très bien, avec un design, en faire un truc qui soit bien plus quali, en gardant les mêmes coûts d'impression. Donc, c'est pas forcément un surcoût le packaging. Et je vais passer à l'autre pièce la plupart du temps qui accompagne le produit également, c'est la notice.
Donc, en ce qui concerne la notice, en dehors de son côté obligatoire pour la plupart des produits, c'est exactement comme le packaging. La notice, c'est important. Elle fait partie de l'expérience client. Et de la valeur perçue globale, bien sûr, du produit et de la marque. Donc, toujours pareil pour un investissement one-shot en termes de conception et pas forcément un surcoût en fabrication. On peut bien sûr tout faire, on peut aller sur des trucs brochés, machin, mais on peut aussi rester très simple avec un design qui va claquer et qui va bien marcher, qui sera cohérent avec la marque. Donc, le packaging et la notice, c'est les deux leviers possibles pour augmenter la valeur perçue à moindre coût sur le produit. Donc, la suivante. On se rend bien compte que si vous n'avez pas fait un minimum de boulot sur la stratégie de marque, vous allez voir un designer, c'est un peu la loterie. Et même s'il est bon, il n'aura pas les infos nécessaires pour répondre à votre besoin précis. C'est-à-dire faire correspondre le design à votre stratégie de marque. Sinon, le designer va devoir faire ce travail de façon vague, en se basant sur la concurrence. Et s'il ne se pose pas trop de questions, vous aurez un design au mieux similaire à vos concurrents et au pire, ça ne convertira pas vos clients. Ou ça leur inspirera pas plus confiance que ça, quoi. Donc, si vous n'avez aucune stratégie de marque qui vous permette de vous positionner, de positionner votre offre, vous vous retrouverez toujours face à la concurrence et à vous battre sur les prix. Donc, pour commencer, vous pouvez attaquer la réflexion stratégique sur la marque en partant sur une marque minimum viable, la MVB, vu qu'on adore les acronymes. Ça permet de se lancer rapidement, d'être flexible pour s'adapter aux retours clients au fur et à mesure où vous allez les collecter. Donc, les 4 composants clés de la MVB, c'est un système cohérent de valeurs fortes, un ou des ennemis, la mission de la marque, la vision de la marque et qui est son why, son pourquoi, c'est-à-dire pourquoi la marque existe au-delà de simplement faire des ventes. Donc voilà. Donc la MVB, peut-être ça pourrait être des questions que vous auriez, ça, si jamais vous ne connaissez pas, mais je pourrais faire du contenu un peu plus tard sur ce sujet-là. Et donc, comme je vous en avais parlé tout à l'heure, là, je parle des visuels Amazon, qui, on va dire, ça c'est un petit peu votre point d'entrée avec le client. Donc au niveau du branding, c'est le pilier incontournable. Quand on vend sur Amazon et à distance en général, ça va être les visuels. Le seul lien réel avec le client. Et entre le client et le produit. Le visuel principal sur fond blanc, il doit attirer l'attention, ça vous le savez, c'est lui qui va générer du trafic sur la fiche produit. Quant aux 6 autres, parce que c'est l'offre de base, en général j'en fais 7, donc j'ai le visuel principal et les 6 visuels de l'annonce, qui eux vont faire cheminer le cerveau du visiteur jusqu'à la conversion. Donc là aussi, la cohérence des visuels va contribuer à gagner la confiance, à augmenter la confiance des clients pour convertir. Donc je vais vous donner juste quelques petits conseils généraux sur les visuels. Donc le visuel principal, il est critique, c'est donc celui qui attire le clic. S'il est raté, le reste de l'annonce, en gros, c'est comme si vous n'avez rien fait. Sur le visuel principal, perso, j'ajoute systématiquement le packaging d'une façon particulière, ça permet d'attirer l'œil et de faire aussi référence à la marque. Et comme le packaging d'origine est rarement adapté à se trouver sur un visuel, sur le visuel principal d'une annonce Amazon, souvent je refais un design spécifique pour ce visuel pour qu'il soit plus adapté, qu'il ait plus d'impact et qu'il soit plus efficace, qui serve davantage l'arrêt du scroll et qu'il attire le clic. L'image du produit doit être clean et pro, forcément. Pas d'image approximative vague, ça tue la confiance du client. Une image bien contrastée, généralement, pas une photo brute. Un bon packshot, donc le packshot, c'est l'image qu'on voit, le produit, tel qu'il est présenté là. Un bon packshot, ça va demander pas mal de travail de recomposition souvent pour avoir un contraste qui attire, mais sans que ça ait l'air d'une photo qui soit ratée ou fausse.
J'ai testé pas mal de SaaS qui sont basés sur l'IA, dédiés au visuel produit, ce qui serait pas mal, ça pourrait me permettre de gagner du temps. Mais franchement, les résultats, c'est vraiment pas encore à la hauteur. Donc, en tout cas, pas pour le e-commerce ou la vente en ligne. Souvent, les visuels ont le même type de rendu, ils sont assez approximatifs pour le produit. Donc, ça reste vraiment trop vague. Du coup, c'est des visuels après qui font baisser la confiance client et qui permettent pas, rarement en tout cas, de se différencier de la concurrence. Et donc, pour finir, dans les 6 visuels, il faut éviter les visuels qui se répètent, éviter de dire la même chose, éviter les visuels confus qui veulent faire passer trop d'infos d'un seul coup. Le visiteur va scanner le visuel en une fraction de seconde. Si ça a l'air compliqué à comprendre, il va zapper. Donc, et puis il va passer au produit suivant. Donc ouais, alors, on arrive vers la fin. Alors, les visuels, truc tout con, ça peut paraître bête, mais attention, les visuels produits, ça doit être pro. Ça peut sembler évident, mais je préfère le préciser. J'ai déjà vu des personnes préconiser de mettre sur des annonces, sur les annonces de visuels, que ce soit pour vendre en ligne, pas forcément Amazon, mais même en e-commerce en général, mettre des visuels qui imitent des photos faites par les utilisateurs du produit pour soi-disant plus d'authenticité. Sauf qu'en réalité, c'est une erreur. Les clients attendent de la marque une communication pro. Les contenus utilisateurs doivent être faits hors de contrôle de la marque pour être crédibles et pour garder leur authenticité et donc la confiance des clients. Les visuels générés par les utilisateurs sont importants, ils ont leur place, mais pas n'importe où. Donc on les retrouve dans les commentaires. On peut aussi récolter des photos d'utilisateurs en organisant des concours sur les réseaux, un bon moyen de devenir viral par exemple. On peut aussi demander des témoignages clients en photo ou vidéo, et aussi dans les opérations d'influence, selon la liberté laissée à l'influenceur. Alors, perso, dans ce genre de communication, je pense qu'il faut faire confiance à l'influenceur quand on passe par ce système. Une marque qui veut tout maîtriser en dehors de son périmètre, ça tue sa crédibilité. Donc, il y a plein de moyens pour obtenir des contenus générés par vos utilisateurs. Au final, la seule limite, ça va être votre créativité. Mais si vous essayez de faire cheap volontairement, ça ne prendra pas. Votre marque va perdre en crédibilité et les clients vont sentir la manipulation marketing. Alors, encore un point important. Maintenant, sur les argumentaires. C'est rapide, mais pourquoi on présente les bénéfices du produit, la transformation qu'il procure au client et pas les caractéristiques ou les fonctionnalités? En tout cas, c'est pas ça qu'on va mettre en avant en premier. Le truc tout bête, hein. Imaginez la communication pour une agence de voyage. Une agence de voyage, elle va pas vendre 14 heures d'avion. Ça, c'est le comment du produit, c'est la fiche technique. L'agence, elle va vendre à son client le dépaysement, la détente, le plaisir du séjour, le sable chaud. Et ça, c'est le pourquoi du produit. Et c'est ce qui fait que le client va acheter, c'est le bénéfice ou la transformation. Et ça, c'est valable partout, hein. Qu'on soit sur des marchés du B2B, du B2C, tout ce qu'on veut, le principe sera toujours valable en e-commerce comme en n'importe quoi. Quand on connaît parfaitement sa cible, c'est une évidence de trouver les bons bénéfices qui vont mener à la conversion. Et sur Amazon, on voit encore souvent des caractéristiques et des fonctionnalités comme des mots comme la qualité supérieure, la résistance, la matière, etc., sans jamais montrer ce que ça change pour l'utilisateur final. Alors on pourrait se dire que quand les clients sont sur Amazon, on s'en fout un peu, ils sont déjà dans une démarche d'achat, il n'y a pas besoin de les convaincre. Alors ok, cette réflexion, elle serait valable s'il n'y avait pas de concurrence, mais là, non, ça ne marche pas. Donc, heureusement, on a fait le boulot avant et on a une offre irrésistible pour le client. Cette offre, elle est construite en cohérence avec la proposition de valeur. Donc, on en revient toujours au fil rouge. Donc, se restreindre aux caractéristiques et aux fonctionnalités, ça n'empêchera pas forcément de vendre, mais c'est une sacrée perte en taux de conversion et c'est s'exposer à être soumis en permanence à l'agression de la concurrence. Les deux problèmes du discours
fonctionnalité technique, c'est que ça influence pas la conversion et les concurrents font pareil. Donc, ils ont les mêmes produits. Donc, au final, personne ne se différencie aux yeux du client. Donc, avec un discours purement technique qui ne se raccroche pas à la stratégie de marque, c'est juste impossible de se différencier. Alors, hop. Et donc, maintenant, si on prend un peu de recul sur tout ce qu'on vient de voir, au final, on construit ça, toute cette construction de marque, c'est pour guider le client vers nous et le garder le plus longtemps possible. Sur Amazon, pour le client, son expérience avec votre marque commence au résultat de recherche, avec le visuel principal, et ça se termine généralement, quand ça s'est bien passé, par la réception du produit chez lui. Ça peut éventuellement se prolonger par un commentaire, un problème ou une plainte, pour proposer l'expérience adaptée à son client. C'est possible que si l'on connaît parfaitement son avatar client. Donc chaque point de contact renforce la confiance ou la détruit si c'est mal fait, si c'est incohérent avec la stratégie de marque. Le conseil que je vous donnerais, mieux vaut rajouter les briques du parcours client petit à petit. C'est-à-dire que tous les points de contact qu'on parle, généralement vous allez commencer par les visuels Amazon, mais par exemple, commencez peut-être par le packaging après. Vous dites premier investissement, j'upgrade le packaging, ensuite j'upgrade la notice, etc. Et le faire par petites touches, c'est pas obligé de tout faire d'un coup. Mais l'idée, voilà, c'est de faire par petites briques. Et puis, comme ça permet aussi de se rendre compte de la réaction des clients quand on change quelque chose. Voilà, de voir petit à petit. Et vous pouvez prolonger l'expérience de vos clients, augmenter encore la valeur perçue et compléter votre offre avec d'autres produits. Donc, vous le savez, il est toujours plus facile et moins cher de vendre un client existant plutôt que d'acquérir un nouveau client. C'est un petit peu ce que j'ai voulu illustrer avec le schéma juste là. Hop. Donc, en conclusion, on peut dire qu'une marque avec son branding et donc la valeur perçue par le client, c'est directement lié à vos choix stratégiques et opérationnels. Donc, la stratégie de marque et l'opérationnel, c'est le branding. Ces choix stratégiques se font au-delà des chiffres. Les chiffres, c'est rassurant, c'est concret, mais c'est une conséquence de ce travail stratégique. La vraie plus-value, elle va être dans l'audace, dans la façon de voir le marché différemment de la concurrence. Il faut croire à ce que vous proposez, parce que si on n'est pas convaincu soi-même, on ne convaincra pas les autres, ça c'est clair. Et, ou alors en perdant beaucoup de temps, beaucoup d'argent et d'énergie. Donc, si donc vous n'avez pas besoin forcément de changer votre produit, ouais, je peux vous le laisser. J'ai un peu zappé le... Je vous laisse celui-là. Donc vous n'avez pas forcément besoin de changer votre produit ou de changer de niche pour vendre plus cher, mais vous pouvez changer la façon dont le produit est perçu par les clients. Et ça, c'est entre vos mains et c'est en agissant sur le branding. Le branding, c'est le meilleur levier de la rentabilité. Pour arrêter de perdre son temps et son énergie à grappiller des centimes en négociant comme un acharné sur chaque poste de dépense, c'est plus simple et plus rapide de rentrer davantage d'argent que de réduire les coûts, surtout quand on travaille seul. Alors après, on optimise, bien sûr, mais en général, on optimise rarement au début. C'est toujours énergivore et long d'optimiser. Voilà. Et donc, maintenant que je vous ai bien lessivé le cerveau, vous vous dites peut-être, super, mais je fais quoi maintenant? Alors, je dirais bien comme notre hôte, cassez-vous, mais je suis un peu plus sympa. Alors, faites un petit bilan pour vous aider à prendre du recul. Et pour ça, je vous ai préparé un petit outil sous forme de questionnaire en ligne que vous pourrez remplir. L'objectif, c'est obtenir une évaluation simplifiée de la valeur perçue de votre marque. Vous ne serez même pas obligé de me laisser votre mail, hein, je n'ai pas mis de truc. Et le plus important dans cet outil, au final, ce n'est pas le résultat que vous obtenez, mais ça va être surtout la réflexion que ça va vous demander pour répondre aux questions. Et ça peut vous aider peut-être à avancer justement, si vous êtes dans une optique de se dire effectivement, ça pourrait être bien que je commence à développer une marque et tout, ou est-ce que ma marque elle est sur la bonne voie parce que j'en ai déjà lancé une ou plusieurs, et ben voilà, j'espère qu'avec ce petit outil, ça pourra vous aider
prendre prendre conscience d'éventuellement de problèmes ou de choses que vous n'auriez pas envisagées. Voilà. Et bien voilà, j'ai terminé ma petite présentation qui était un tu poil peux plus longue que nous, prévu.